Est-ce que c'est vraiment, selon vous, la facture électronique et potentiellement l'émergence de nouveaux services pour le cabinet d'expertise comptable qui crée cette espèce de mouvement de fonds qu'on voit dans le secteur, notamment avec des fonds d'investissement qui rachètent de gros cabinets, mais également des cabinets de taille beaucoup plus modeste. Et on voit que ça bouge énormément, même aussi du côté des plateformes. Est-ce que selon vous, c'est vraiment la clé, c'est la facture électronique? Et potentiellement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne voit pas potentiellement qu'il y a derrière tout cela? Ça, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Alors, c'est la facture électronique. C'est en fait les possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle et l'exploitation de la data. Mais la data, on peut l'exploiter que si elle est organisée. Et en fait, la facture électronique est un inducteur d'organisation de la data. Donc je pense que les éléments de contexte, là, vous les avez, c'est effectivement ça. Et après, l'arrivée des fonds, alors effectivement, ils arrivent dans les cabinets et ils arrivent aussi dans l'écosystème, les éditeurs de logiciels. Les éditeurs, quoi. Et donc en fait, je pense qu'ils voient en fait l'opportunité de cette organisation de la donnée qui est différente et qui va permettre d'offrir des nouveaux services. Alors vous dire précisément lesquels aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Il y a effectivement des services, je pense, autour du paiement, autour de la gestion de trésorerie, mais c'est ce qu'on a évoqué déjà. Je pense que tout à fait, c'est globalement le contrôle de gestion, la maîtrise des coûts, on va dire, et la gestion de la marge, et puis la gestion de la trésorerie. Je pense qu'en fait les grands inducteurs sont là, et du coup les organisations se construisent autour de taille critique en se disant, plus j'ai une taille critique, plus j'aurai cette donnée et plus je vais pouvoir la valoriser. Je pense que c'est ça l'inducteur global. Après, je pense qu'il y a d'autres inducteurs plus conjoncturels qui sont liés à l'économie des cabinets d'expertise comptable qui est assez résiliente. Et donc, comme l'économie, on sait que c'est quand même pas très facile en ce moment. On se dit qu'aller vers un secteur économique résilient, c'est aussi attirant. Il y a aussi ça. Donc, c'est pas que technologique. C'est aussi tout simplement de la finance de marché. Une forme de diversification aussi, parce que ça n'a pas été vraiment traité auparavant ou Oui, absolument. D'abord, c'est pas que franco-français, c'est un mouvement mondial et européen. Tout à fait. Oui. Il y a des secteurs, il y a des professions réglementées qui sont arrivées avant nous dans ce mouvement-là, notamment des professions de santé, notamment les cliniques vétérinaires, par exemple, on en parle beaucoup. Après, si je reprends en 2 secondes ma casquette de président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, c'est un mouvement auquel on est quand même attentif. Parce que, je l'ai dit, on a une devise. Dans cette devise, il y a l'indépendance. Donc, il ne faudrait pas que ces mouvements autour des financiers nous amènent dans un comportement qui ne soit pas gagnant-gagnant entre le cabinet et son client, quoi. Oui. Parce qu'en fait, nous, on est quand même aussi, on est là avant tout pour servir nos clients, les aider à se développer. Donc, ce sera un peu le juge de paix aussi. Et de l'autre côté, justement, concernant les éditeurs de logiciels, on voit certaines se transformer entre guillemets un peu en mastodonte, mais aussi en plateforme OS, c'est-à-dire où il y a un peu un millefeuille d'activités, de briques et de fonctionnalités. Comment vous voyez cela d'un point de vue de président et aussi d'expert comptable? Est-ce que ça représente potentiellement, je dirais, à moyen terme, un risque Une de menace, dépendance, notamment? Je pense que je vois de qui vous parlez. Parce qu'effectivement, on voit bien comment évoluent les acteurs. Alors, c'est pour ça que, au niveau de l'Ordre des experts comptables du Conseil national, on a lancé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des techs de la profession, qui est totalement indépendant, donc il n'y a aucun partenaire, et c'est financé à 100% par le Conseil national. Justement pour observer. Pour l'instant, on ne fait pas autre chose qu'observer, mais au moins ça permet de dire telle entreprise. Donc on a segmenté, pour l'instant on a 262 entreprises, et c'est segmenté en pré-compta, compta, SIRH,
durabilité, gestion de trésorerie, audit, enfin voilà. Et donc on a indiqué quels étaient les montants d'élevés de fonds, quels étaient les fonds qui étaient derrière, parce qu'il y a quand même aussi des questions de souveraineté, pour que chacun puisse faire des choix, avisés, quoi. Après, le fait qu'il y ait d'abord qu'il y ait beaucoup de marques qui émergent, c'est pas simple. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet observatoire. C'est pour essayer qu'on ait une visibilité sur ce qui existe sur le marché. Oui. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de nouvelles marques, et faut se dire que pour un expert comptable, c'est pas évident de se repérer en fait avec quand même souvent du recouvrement fonctionnel. Et en fait, dans les discussions, vous vous rendez compte qu'on va vous dire tel outil c'est super parce qu'il y a de l'intelligence artificielle et qui va analyser le grand livre et qui va vous proposer des préaffectations. Mais vous vous rendez compte que tel autre outil, qui est un outil sectoriel métier et qui connaît mieux un secteur d'activité, et il va être plus performant sur le secteur d'activité parce que lui, il connaît en fait, et donc il y a peut-être moins d'IA, mais plus de robots, je sais pas si on peut dire de la robotisation. Si, c'est de la robotisation sectorielle qui fait qu'on arrive et que ça marchera mieux que de l'IA. Un meilleur mapping, par exemple. C'est ça. Donc en fait, ça c'est quand même, pour arriver à ce niveau de finesse et de compréhension sur l'ensemble du panel, c'est quand même compliqué. Et donc c'est vrai que la fonction veille en fait, et c'est pour ça qu'on a un congrès d'ailleurs qui est aussi important et qui grossit et qui a autant de fréquentation, c'est que si on veut en fait savoir ce qui se passe sur le marché, il n'y a pas tellement d'autres meilleurs emplacements que le Congrès de l'Ordre. Ouais. Je rappelle que ce sera mi-septembre 2026 à Paris, porte de Versailles cette année, parce que ça permet justement de voir à peu près tout le monde et d'essayer de comprendre en fait où sont les différences fonctionnelles. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est à chacun de faire un peu ses choix. Je le redis, mais de choisir des éditeurs qui sont clean avec la profession, c'est-à-dire qui respectent les règles de la profession. Il y a comme des règles, il y a des règles sur le code de déontologie, il y a des règles sur l'utilisation de la data. En tant que client, entrepreneur, faut se poser la question de savoir est-ce que vous avez envie que, si le produit est pas cher, s'il est gratuit, c'est toi le produit, hein, donc est-ce que vous avez envie que le cœur de votre business model soit exposé et entraîné par des IA? Pas sûr, mais en fait, si on se pose pas ces questions-là, en fait, on reste sur le premier truc qui est le prix et qui est le fonctionnel. Donc en fait, il faut gratter. Enfin, c'est comme tout. Ouais. Donc nous, on est vigilants en tant que Conseil national. Aujourd'hui, on fait pas de name and shame, on fait pas ce genre de choses. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde et par exemple sur les plateformes agréées, on a un guide des plateformes agréées qu'on va rendre public, sur lequel on scanne 18 critères, dont ces critères-là. Ce qui permet à chacun de savoir, c'est quoi le prix, c'est quoi l'utilisation de la donnée, c'est quoi les services, et c'est devenu effectivement assez important de faire ça. Donc après, les risques que certains prennent beaucoup de place, bah oui, mais bon, c'est des risques qu'on a connus par le passé. Après, c'est aussi une question de rapport qualité-prix. On a eu des mouvements quand même. Encore, je vais pas donner de nom, mais je me retiens. De prix qui ont été multipliés par 2 ou par 3. Et bon, ça crée forcément des réactions épidermiques. Après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a la fonctionnalité en face et est-ce que la promesse qu'on me fait en tant qu'entrepreneur, ça tient la route ou pas. Oui. Si je gagne du temps, si je digitalise certaines fonctions, si je réduis mon risque, après, le prix, ça devient une discussion annexe, c'est une discussion commerciale, mais une discussion commerciale normale. Quoi. D'accord. Vous parliez du secteur de la paye, ça fait rare. On a tous compris. On a tous compris. Il y a un sous-jacent qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est celui de la data. D'un côté, on comprend que cette data, elle va être mieux appréhendée, elle va même être labellisée, ce qui peut attirer certains acteurs de l'intelligence artificielle et aussi des fonds. Mais il y a aussi cet aspect souveraineté avec l'actualité, justement. On se demande si on va pas nous débrancher l'accès à tous les OS et outils qu'on utilise tous. Je pense que personne n'est en capacité de dire qu'il n'utilise pas de produits de start-up ou d'entreprises
américaine, justement sur le sujet de la data, avec cette collecte de data qui va être de plus en plus massive, les nouveaux services qui vont être réalisés, il y aura un besoin aussi de stocker indépendamment des plateformes. Justement, est-ce que au niveau du conseil et de la profession, il y a des bonnes pratiques qui sont déjà diffusées? Est-ce qu'on s'intéresse aux acteurs français? Et cette fois, on va les nommer pour faire de la bonne pub, OVH, Scaleway et autres, peut-être dont je n'ai pas la connaissance. Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet de la souveraineté de la data? Alors c'est un gros sujet, la souveraineté de la data, et c'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez, en fait, aujourd'hui c'est difficile d'être autonome, enfin d'être 100% français ou européen en fait sur les plateformes qu'on utilise, et notamment sur les OS. Ou les outils bureautiques, voilà, donc ça c'est sûr. Après sur la création de data lake ou de réservoirs de données, il y a effectivement des solutions qui sont souveraines. Nous, c'est une réflexion qu'on a intégrée au Conseil national parce qu'on a un projet, enfin, c'est un peu plus qu'un projet de data lake sur lequel on a signé des partenariats avec des acteurs français et de toute façon, si on doit aller vers ce type de solution, on fera en sorte d'intégrer ça dans notre cahier des charges. Ça c'est sûr. Je suis pas trop allé sur les plateformes agréées, mais on peut peut-être le dire quand même, c'est qu'une plateforme agréée, c'est quoi? C'est-à-dire celle qui va recevoir votre facture demain. Elle doit être ISO 27001, donc il y a quand même un référentiel qualité qui, pour l'avoir suivi, puisque l'ordre a sa propre plateforme agréée qui s'appelle jefacture.com, donc c'est une filiale 100% de l'ordre, donc voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que celle-ci, elle est effectivement souveraine. C'est quand même une norme qualité qui est pas évidente, donc déjà les plateformes agréées, elles ont passé ce label-là, et ensuite elles doivent, si elles hébergent à l'extérieur, elles doivent héberger ça dans un Sectum Cloud. Et le référentiel Sectum Cloud, il a été créé justement pour pas qu'il puisse y avoir de fuite de données en fait sur. C'est pas une garantie exhaustive parce que et on peut être sur un Sectum Cloud et puis avoir un éditeur qui exploite toute votre donnée. Mais qui entraîne. Mais par contre, ça veut dire que le Sectum Cloud, il est pas sous le Cloud Act. Donc, il est pas sous ingérence étrangère. D'accord. Donc, il y a quand même, on n'est pas au point zéro non plus. Mais c'est clair que c'est un truc qui va forcément gagner qui va devenir de plus en plus important en fait dans la gestion de sa data, quoi. Et dernier point sur ce sujet au global, justement en étant plus connecté, en ayant son data lake, tout cela, on s'expose aussi à devenir intéressant pour les cyberattaques. Sur ce qui est de la cybersécurité, pareil. Quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce que les experts comptables de toute taille ont la connaissance du fait que ça peut être un sujet, puisqu'on ne le sait pas, mais c'est souvent les PME qui font l'objet d'attaques de cyberattaques. Là-dessus, alors le Conseil national a un partenariat avec Cybermalveillance, donc on a une action de fond. On sait qu'il y a des progrès. Alors nous, on met de l'information à disposition des experts comptables pour qu'ils informent leurs clients, notamment les plus petits, enfin les plus petits ou pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des PME qui sont très mal protégés en fait face aux risques cyber. Après, il y a des choses qui sont quand même assez simples à mettre en œuvre et qui réduisent déjà considérablement le niveau de risque. Enfin, je pense notamment à la double authentification. Oui. Ça, c'est déjà le premier truc qu'il faut généraliser. Si on le couple avec quelques réflexes, voilà, comme le verrouillage de son écran, mais en fait, moi, je passe dans comme pas mal d'entreprises aussi, et quand je vois le nombre d'écrans qui sont pas verrouillés et qui sont en accès libre, en fait, ça fait frémir, en fait. Hein. Bon, voilà. Maintenant, pour la double authentification, c'est quelque chose que nous, on a intégré à l'ordre, puisqu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, notre identité numérique professionnelle qui s'appelle Expert ID, et qui sert de facteur de double authentification. Donc, on a mis à jour les outils de la profession là-dessus. Je pense que, voilà, c'est pas le seul élément en termes de cybersécurité, mais c'est sûr que demain, on est tout digital, donc une cyberattaque, elle peut faire des ravages, hein, ça c'est sûr. Totalement. Tout à fait. Et vous l'aviez évoqué au début, vous avez parlé aussi de l'IA.
On voit qu'il y a déjà, en discutant aussi avec de nombreux experts comptables, beaucoup d'entre eux utilisent déjà l'IA pour gain de productivité et autres. Par contre, là, ce sont vraiment entre guillemets, des outils qui sont traités de manière séparée et parfois ils injectent vraiment de la data, des fakes, même des fakes directement dans ces outils. Quelles sont, entre guillemets, j'ai envie de dire, les bonnes pratiques ou les recommandations, parce que il y a vraiment un risque, enfin, selon, mais un vrai risque de, non seulement de données, j'ai envie de dire, personnelles, mais en plus d'entraîner des outils, pour la plupart US, avec ces données en plus. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que depuis le congrès, en fait, on avait, en fait, depuis le début de la mandature, un groupe qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui a sorti, en fait, un guide de l'utilisation de l'IA dans les cabinets, avec justement un certain nombre de recommandations. Les premières, en fait, c'est justement de pas utiliser des IA ouvertes, parce que c'est même du ressort de la faute professionnelle, en fait. C'est-à-dire que vous mettez alors je vais donner une marque, hein, mais bon, sur ChatGPT comme ça, un fake, ça veut dire qu'en fait les données de votre client, y compris la base de son moteur économique, ils se retrouvent sur le net, quoi, disponible. Donc en fait, ça c'est vraiment des comportements à proscrire. Donc il y a dans les réflexes de base, il y a ça, d'utiliser des IA fermées, et on a des listes d'IA qui sont préconisées, on va dire, par rapport à d'autres. Il y a le fait de mettre à jour la charte informatique du cabinet. Parce que même si vous êtes convaincu en tant qu'expert comptable, vous pouvez avoir un collaborateur qui contrevient. Donc en fait, ça veut dire que du coup, alors là, on revient sur de la RH pure, mais du disciplinaire en fait. Donc en fait, il faut l'avoir mis dans la charte pour détecter justement s'il y a des comportements déviants. Enfin, ça, c'est vraiment les points clés si on veut commencer à s'intéresser à l'IA. Et puis après, on a d'ailleurs un webinaire début février sur ce sujet d'intelligence artificielle. Quelque chose qui est plus orienté métier, usage, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec de l'IA, déjà pour gagner du temps, parce que dans les cabinets on court beaucoup, donc si on arrive à gagner du temps, c'est ce qu'on va pouvoir libérer au service de nos clients, et donc, mais là il faut descendre dans le détail du métier pour aller sur la gestion presque à la tâche en fait, et voir ce qu'on gagne avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi, j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont nous écouter, de créer de nouveaux métiers dans les cabinets, avec des personnes qui sont en charge de l'automatisation, justement, après avoir fait 1-2 ans en tant que collaborateur junior, de se dire, écoutez, moi je suis extrêmement fainéant, dans le cabinet il y a beaucoup de tâches qui se répètent, d'automatiser. Je fais un peu d'un parallèle parce que j'ai commencé ma carrière chez KPMG, mais en audit conseil, et souvent on développait des outils VBA qui nous permettaient d'automatiser certaines tâches. Est-ce qu'il y aura pas un peu ce mouvement aussi où, au lieu d'utiliser des chatbots, on va utiliser des API, mais avec, on va dire, les bons garde-fous, et créer de nouveaux métiers où il y aura des référents data vraiment et IA dans les cabinets qui seront en charge de développer des applications maison? Alors la réponse est oui. Enfin moi je pense que oui. Chez moi c'est déjà concret dans mon cabinet, parce qu'on a une responsable de la transition digitale, et on a même créé c'est pas qu'on a créé un métier, mais en fait on a peut-être du lean digital. Donc, d'accord. Et effectivement, on a une responsable data. Et le rôle en fait de ce service transition digitale, lean digital, en fait, c'est justement de s'appliquer aux tâches répétitives, parce qu'en fait, il y en a plein. Mais des fois, c'est simplement de cliquer pour aller récupérer des fichiers sur un serveur FTP et de les récupérer dans un répertoire sur lequel il va y avoir un automate de traitement. Des fois, c'est ça, mais ça veut dire que tous les matins, vous avez quelqu'un qui clique Tout à fait. sur plusieurs trucs, qui centralise des fichiers, et voilà. Donc, par contre, pour faire ça bien, il faut aller dans le détail. C'est-à-dire que ça peut pas être une approche macro, parce que ça marche pas. C'est vraiment aller dans le détail de la production, du process, peut-être du dossier, et de trouver en fait des routines qui vont permettre. Mais ce métier-là, il existe. Alors, il est pas répandu partout. Il est peut-être embryonnaire, mais c'est sûr que c'est presque le premier truc. C'est presque le premier truc à faire aujourd'hui, je pense. Et si on regarde à court terme, 2030,
pour vous, c'est quoi l'évolution logique ou comment un expert comptable va travailler en 2030? Ou un cabinet plutôt, Ou un cabinet, s'organiser, va plutôt s'organiser. qu'un expert comptable seul. Les deux, hein, parce que c'est vrai que on peut, nous on est convaincus au niveau des instances et du Conseil national qu'il n'y a pas une seule forme d'exercice de la profession. C'est pas parce qu'il y a des mastodontes qui se créent que il n'y a pas de place pour des cabinets plus petits, plus agiles, plus spécialisés. Et ça, on serait assez attentif à ce que justement en fait il y a une vraie diversité dans notre métier. Voilà. Il faut que ça demeure parce qu'il y a 3,5 millions d'entreprises et qu'en fait chacun a besoin de trouver les chaussures à son pied. Hein, et on dit souvent qu'en fait un expert comptable ressemble à ses clients. Voilà. Donc la diversité c'est effectivement important. Maintenant si on regarde 2030, on va se dire que tout va bien se passer. Voilà, qu'on aura passé les caps, que tout le monde va envoyer des factures électroniques et les recevoir. Donc en fait, on aura des métiers qui auront évolué, notamment en fait les métiers qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle encore des opérateurs de saisie, qui vont être plutôt des data contrôleurs et des gestionnaires de flux, parce que mine de rien, les flux, il va y en avoir un peu partout, donc il faudra s'assurer qu'il n'y a pas des flux qui se débranchent, qu'il n'y a pas une plateforme agréée qui a arrêté de transmettre ou un client qui a changé de plateforme agréée sur lesquels on n'a pas des ruptures de chaîne. Parce que ça, c'est des cas qu'on va avoir. Enfin, quand on fait de l'industrie, on sait que ces cas-là, on va les avoir. On sait que, par exemple, aujourd'hui, sur des récupérations de flux bancaires, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il manque des jours, il y a des doublons. Et donc, si vous traitez juste l'import, vous vous retrouvez avec des journées en double. Oui. Donc ça, c'est de l'industrie, mais ça va exister. Et puis du coup, effectivement, les data contrôleurs, ils vont être là pour ça. Il y a celui qui va gérer le flux, celui qui va la contrôler. Donc voilà. Donc les métiers, on va dire, de production, ça, ils vont se modifier. Ils auront été modifiés. Et puis après, pour la partie, on va dire, conseil client, je pense qu'on sera on va se rapprocher, on va dire, du temps réel. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire l'écart entre la survenance du fait économique et sa traduction comptable, c'est-à-dire la facture, puisqu'elle va arriver plus rapidement. Donc on va pouvoir produire l'information avec des délais qui seront moins liés à une gestion d'échéance. Aujourd'hui, on est très lié à de la gestion d'échéance, et demain, on va essayer de se rapprocher, je pense, du temps réel, et faire en sorte de pouvoir discuter de choses qui sont plus actuelles. Ce sera le premier stade. Et je ne sais pas si en 2030 on y sera tout à fait, mais après, le stade d'après, c'est la projection, en transformant de l'information qui n'est pas encore comptable, parce que par exemple, des devis, en fait, c'est pas de l'information comptable, c'est un pipe commercial, mais ça va se traduire ça peut être probabilisé pour aller sur des choses qui vont être davantage prédictives. Et peut-être sur lesquelles il faudra d'autres données d'ailleurs, qui peuvent être des données, j'en sais rien, des données météo, des données conjoncturelles, dépendamment des métiers qu'on regarde. Bon voilà, je sais pas si ça sera 2030, à mon avis, c'est peut-être un peu ambitieux pour cette étape-là. Mais on verra. En fait, ça va dépendre comment évolue aussi la techno, quoi. Et peut-être ma question un peu plus provocatrice. Là, je comprends totalement l'intérêt d'avoir un expert comptable qui peut m'accompagner sur plus de sujets, me donner plus d'informations, peut-être même en plus du prédictif, donc me permettre de mieux piloter non seulement ma trésorerie, mais de la gestion de ma société au global. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si certaines plateformes deviennent, entre guillemets, omniprésentes avec toutes les fonctionnalités, tous les flux, de dire, j'ai cette solution, je n'ai plus besoin, entre guillemets, de mon expert comptable, parce que lui, de son côté, il a peut-être pas pris cette vague, et il est un peu toujours dans le côté un peu saisi, entre guillemets. Ça peut, en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi pour ça, pour revenir sur la question de tout à l'heure, pourquoi les cabinets grossistes se regroupent, c'est que certains se disent, j'ai besoin de m'adosser à quelqu'un parce que la lecture aujourd'hui du marché est complexe, donc à plusieurs cerveaux souvent on réfléchit mieux, donc ça, je pense que ça peut être un élément qui explique les regroupements actuels, et ceux qui de toute façon
un cabinet qui ne prendrait pas le virage de la digitalisation, de la data, etc., il peut se trouver ça c'est clair qu'il peut se trouver en risque, et qu'un client du coup voit moins l'intérêt de passer par lui plutôt que par une plateforme. Après, ça c'est une réponse, on va dire, peut-être liée au traitement courant. Ensuite, il faut pas oublier quand même que vous avez tout ce qui va avec, en fait, hein, c'est-à-dire vous avez la responsabilité, vous avez quand même ce qu'on fait dans un cabinet aussi, c'est qu'on a une vue sur plusieurs secteurs d'activité et sur plusieurs tailles d'entreprise. Donc quelque part, on fait de la mutualisation, enfin sans s'en rendre compte forcément, mais en fait, on mutualise l'expérience de l'ensemble de nos clients. Et donc en général, dans la discussion, ça nous permet d'aller assez vite sur quelque chose qui a peut-être pas été perçu par le chef d'entreprise. Mais donc voilà, donc effectivement, je pense que ça va redéfinir un peu ça peut redéfinir un peu les rôles. Après l'expérience, parce qu'on a parlé de la Belgique, mais en parlant de l'Italie, ils sont passés à la facture électronique en 2019, et donc en marge d'une des assemblées générales, on a fait venir un expert comptable italien qui a témoigné, justement, eux, ça fait déjà, ils ont déjà 5 ans de recul, 5-6 ans de recul. Et donc lui, ce qu'il a exprimé, c'est qu'en fait, ça avait permis de monter en taille d'entreprise. D'accord. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est très présent sur les TPE, les PME, et plus l'entreprise grandit, moins l'expert comptable est présent. Enfin, je parle des grandes entreprises, mais notamment les ETI, au-delà de 250 salariés, et parce que souvent elles ont internalisé la fonction comptable, parfois d'ailleurs avec des experts comptables, mais qu'on n'appelle pas experts comptables parce qu'ils exercent en entreprise. Oui, ils ne sont pas inscrits au tableau. Ouais, c'est ça, ils ne sont pas inscrits au tableau. Et ça, on peut se dire que demain, en fait, comme on aura aussi cette expertise qui sera mutualisée, ça nous permettra peut-être d'attaquer aussi des comptes un peu plus importants avec une valeur ajoutée différente.